La phénylcétonurie est une maladie caractérisée par une accumulation de dérivés cétoniques causée par un défaut dans le métabolisme de l'acide aminé phénylalanine. La transmission de cette maladie a été étudiée dans une famille dont l'arbre généalogique est présenté ci-dessous. Alors, chers élèves, voici l'arbre généalogique. Pour cet arbre généalogique, vous avez 4 générations. Vous avez la génération 1 constituée par l'individu là et l'individu là. La deuxième génération, la troisième et enfin la quatrième. Et pour lire un arbre généalogique, il faut toujours se rabattre à la légende qui vous permet de lire un arbre généalogique. Les questions sont les suivantes. Il s'agit principalement de la première question qui est là, qui est constituée de 2 sous-questions, de la deuxième et enfin de la troisième question. L'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? On va dire quoi? Pour répondre à cette question, nous allons faire un ciblage. Comme j'ai l'habitude de le dire en classe à mes élèves, il faudra que vous cherchiez faire un bon ciblage. Cela veut dire quoi? Ici, vous avez une grande famille. À l'intérieur de cette grande famille, il y a des sous-familles. Exemple, voici une sous-famille. Voici également une sous-famille. Ça également, c'est une autre sous-famille. Et enfin, ça également, c'est une autre sous-famille. Donc, il faut cibler une sous-famille. Mais quelle sous-famille faut-il cibler? Il faut cibler une sous-famille à l'intérieur de laquelle vous avez au moins un individu malade et au moins un individu normal. Alors, quelles sont les sous-familles qui obéissent à ce critère-là? Cette sous-famille-là a au moins un individu malade et au moins un individu normal. Donc, cette sous-famille-là, je peux la cibler. Je peux également cibler cette sous-famille-là, mais également cette sous-famille-là répond à ce critère. Mais, est-ce que cette sous-famille-là répond à ce critère? Non. Donc, il ne faut pas cibler des sous-familles comme celle-ci. Elles ne pourront pas vous aider à régler le problème. Une fois que vous avez su faire un bon ciblage, il faudra savoir faire un bon raisonnement. Donc, ici, nous allons raisonner en disant quoi? Nous allons considérer une sous-famille, comme je l'avais dit. Et dans la sous-famille, nous allons nous intéresser à un individu malade. Si on s'intéresse à cette sous-famille-là, on va s'intéresser à cette fille qui est malade. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle 2-3. On va dire, la fille de 3 est malade. Pourquoi j'ai dit qu'elle est malade? Parce que c'est la légende qui permet de lire la maladie et l'individu normal. Cela veut dire que si une fille est malade, ce sera un cercle coloré. Si c'est une fille qui est normale, ce sera un cercle qui n'est pas coloré. C'est bon? Donc, je vais dire quoi? La fille de 3 est malade, alors que ses parents 1 et 1-2 sont normaux. Comment cela peut-il être possible? Eh bien, cela est possible seulement si l'allèle responsable de la maladie était présent chez les parents, mais masqué par l'allèle normal. C'est parce que l'allèle était présent chez les parents qu'il s'est manifesté au niveau de cette fille-là. Parce que à la fécondation, l'homme a transmis l'allèle responsable de la maladie à sa fille. Au même moment, la maman également a transmis l'allèle responsable de la maladie à sa fille. Cette fille a hérité les 2 allèles responsables de la maladie. Voilà pourquoi elle est tombée malade. Pourquoi, malgré la présence de cet allèle responsable de la maladie au niveau des génomes paternel et maternel, ces 2 individus-là ne sont pas malades? Parce qu'à côté de l'allèle responsable de la maladie, il y a un autre allèle qui est normal. Et il va y avoir un rapport de dominance entre l'allèle normal et l'allèle responsable de la maladie. Si l'allèle responsable de la maladie domine l'allèle normal, la maladie va se manifester. Si par contre l'allèle responsable de la maladie est dominé par l'allèle normal, la maladie ne va pas se manifester. C'est ce qui s'est passé ici et ici, ou bien ici et ici, ou encore ici et ici. Tous ces individus-là ont l'allèle responsable de la maladie. C'est pourquoi elle s'est manifestée dans un de leurs enfants. Pourquoi l'allèle responsable de la maladie ne s'est pas manifesté? Parce qu'il est récessif. C'est ce qui nous permettra de répondre à la question en disant que l'allèle responsable de la maladie en réalité est récessif. Nous allons maintenant déterminer si le gène est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. Là aussi, il est important de comprendre que le terme chromosome sexuel renvoie au gonosome. Et là également, il faudra que vous vous rappeliez de la phrase importante qu'on avait donnée
quand on faisait le cours sur les chromosomes en classe de première. Nous avions dit quoi? Que les chromosomes représentent le support de la transmission des caractères héréditaires. En termes simples, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si un individu ressemble à ses parents ou ses grands-parents, c'est parce qu'en réalité, il y a eu la transmission des chromosomes des parents aux descendants. Et que nous avions dit que ces chromosomes-là représentaient le support de la transmission des caractères héréditaires. Cela veut dire que tous les caractères qui vont se manifester chez l'enfant sont des gènes qui sont sur des chromosomes. Et que ces chromosomes-là sont hérités des parents à la fécondation. Parce qu'à la fécondation, le père va donner un spermatozoïde, le père va cotiser un spermatozoïde à N chromosomes, c'est-à-dire N égale 23. Donc, il va donner 23 chromosomes. À la fécondation également, la mère va donner 23 chromosomes. Donc, sur ces chromosomes-là, l'enfant qui doit naître, on va dire la cellule œuf ou zygote qui doit se former, va hériter 23 chromosomes de son père et 23 chromosomes de sa mère. Normalement, il y a des cas d'anomalie, mais l'exercice n'est pas en rapport avec ça. De sorte que l'enfant va avoir 46 chromosomes. Donc, si l'enfant hérite ces 46 chromosomes, en héritant ces chromosomes, il va en même temps hériter tous les gènes de ses parents. Voilà pourquoi vous allez voir, un enfant va ressembler pour un caractère à son père. Pour un autre caractère, il peut ressembler à sa mère. C'est parce qu'il a hérité en réalité, cher élève, le caractère paternel et le caractère maternel. On va dire quoi? Il a hérité le gène paternel et le gène maternel. Je vais toujours être simple. Exemple, si un parent de taille élancée se marie avec une femme de taille courte, l'enfant qui devrait naître doit avoir une taille. Qu'est-ce qui va se passer? Pour que l'enfant soit de taille élancée, il va falloir que le gène responsable du caractère élancé domine le gène responsable du caractère court. Dans ce cas, l'enfant qui naîtra va avoir une taille élancée. Et taille élancée est un caractère en SV. Il en est de même pour tous les autres caractères. C'est pour ne pas allonger la vidéo que je me suis limité seulement au caractère taille. Mais il faudra comprendre que caractère forme du nez, caractère forme des cheveux, caractère teint de la peau, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les caractères héréditaires sont sur des chromosomes. Et ces chromosomes-là sont hérités des parents aux descendants. De sorte que il est possible de suivre la transmission de ce caractère-là, de voir est-ce qu'il est sur les chromosomes sexuels. S'il est sur les chromosomes sexuels, est-ce qu'il est sur le Y ou bien est-ce qu'il est sur le X? À côté de ça, il est aussi possible de suivre s'il est sur les autosomes. Le gène est-il porté par les autosomes ou par les gonosomes? Donc là également, on va raisonner en posant des hypothèses. Chers élèves, toujours, il faudra que vous posiez des hypothèses. Et la première hypothèse doit toujours être en rapport avec le chromosome sexuel Y. De sorte que nous allons dire quoi? On va dire, première hypothèse, supposons que le gène responsable de la maladie soit porté par le chromosome sexuel Y. Chers élèves, c'est l'hypothèse la plus facile à discuter. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sur le karyotype d'une cellule d'un individu de sexe femelle, il ne doit pas y avoir Y. Il doit y avoir seulement X. Donc, les femmes n'ont pas de Y. Les femmes sont 44 autosomes plus XX. De sorte que, si la responsable de la maladie était sur le Y, aucune fille ne serait malade. Parce que les filles n'ont pas de Y dans leur génome. Est-ce que c'est le cas dans cet arbre généalogique? Comme vous pouvez le voir, cette femme, elle est malade. Cette femme-là également est malade. Puisque ces deux femmes-là n'ont pas de Y, si la maladie était liée à Y, ces femmes-là ne seraient pas malades. Or, elles sont malades. Donc, cette hypothèse ne tient pas. On va dire que cette hypothèse est à rejeter. Une autre façon de raisonner par rapport à cette hypothèse était simplement liée au fait en disant que si le responsable de la maladie était sur le chromosome sexuel Y, dans ce cas, tout fils malade aurait son père malade. Parce que cet individu-là est devenu fils et non fille, parce qu'à la fécondation, parce que son papa avait également la possibilité de fournir un spermatozoïde à X.
C'est parce que son papa a fourni un spermatozoïde à Y qu'il est devenu fils. Si son papa avait fourni un spermatozoïde à X, il ne serait pas un fils, mais il serait une fille, comme c'est le cas ici. Donc, à la fécondation, le papa a fourni un spermatozoïde à Y, la maman a fourni un ovocyte 2 à X. Et ce qui est fait qu'à la fécondation, il a hérité le X de son père, le X de sa mère, et le Y de son père, il est devenu fils. Si son papa avait fourni un spermatozoïde à X, il serait XX. Donc, pour revenir à notre raisonnement, tout fils malade aurait un père malade, parce qu'il est fils car il a hérité le Y de son père. Et si la maladie était sur Y, le père qui a fourni, qui a légué le Y là serait également malade. Ce qui n'est pas le cas ici aussi. Donc la maladie n'est pas portée par le chromosome sexuel Y. Cette hypothèse est à rejeter, comme je l'avais dit tout à l'heure.